Bang bang. Double Bang Company. Salut les internautes, mon œil se penche sur le monde de Nicolas Michelon. Nicolas Michelon est associé dans le cabinet de conseil en risque géopolitique et intelligence économique Confluence Consultant à Dubaï et anime l'observatoire asiapowerwatch.com. Il a travaillé pendant 15 ans en Asie, à Hong Kong, Singapour et au Japon comme économiste, analyste financier et gérant de portefeuille. Nicolas Michelon enseigne également dans les programmes Master et MBA de l'École de guerre économique, l'ESCP, l'EM Lyon et l'Université internationale de Monaco. Dans cet épisode, on va évoquer l'Asie, le Moyen-Orient et l'Amérique latine. Je suis Rizlan Mathieu, vous écoutez Mon œil. Bonjour Nicolas. Bonjour Ghizlan. Singapour est un exemple de success story du Sud. Quel autre pays du Sud peut-on citer en exemple ? Un exemple qui, à mon avis, fait écho le plus clairement et de manière le plus évidente à l'expérience et à la trajectoire de Singapour, c'est à l'évidence Dubaï. Dubaï particulièrement suit les pas de Singapour, alors avec des attributs qui sont un petit peu différents puisque Singapour est une cité-État, ce que n'est pas à proprement parler Dubaï, puisque Dubaï est vraiment la ville principale d'un des Émirats arabes unis. Mais on retrouve en tout cas dans l'Émirat de Dubaï et notamment concentré dans sa ville principale, le déploiement, comme on peut le voir à Singapour, le déploiement de toute la puissance de l'État. On a affaire là à des vrais États stratèges, au sens où on pouvait l'entendre, y compris en France par exemple, avec le concept de colbertisme, à savoir un État qui pose les grandes orientations industrielles et économiques de la nation et qui ensuite voit ces orientations prises en relais par un certain nombre d'intérêts privés qui sont eux-mêmes, la plupart du temps, soutenus et encouragés par toute la puissance de l'État. Et à ce titre-là, Singapour, mais aussi Dubaï, et on commence à le voir maintenant dans certaines autres grandes places de la région du Golfe, on voit vraiment le déploiement, alors avec sous-tendu notamment par toute la puissance financière qui est déployée au travers des fonds souverains, on voit le déploiement de cette puissance de l'État, de cette vision stratégique qu'ont les gouvernements locaux et qui donnent les grandes orientations économiques, industrielles, technologiques, qui sont en capacité de proposer des nouveaux modèles, alors des modèles d'urbanisme. L'époque qui nous intéresse, dans laquelle on parle beaucoup de développement durable, de transition énergétique. Ce sont des endroits qui ont l'avantage d'avoir la taille suffisamment réduite pour pouvoir tester des nouveaux modèles grandeur nature. Ils n'ont pas le défi de devoir tester des modèles, on va dire, disruptifs sur des grandes tailles géographiques ou sur des importantes masses démographiques. Ils peuvent le tester sur des niveaux relativement réduits. Et on a vraiment, voilà, le déploiement total. Un autre point commun qui est très important, c'est que ce déploiement de la puissance publique et de la puissance de l'État se fait au travers d'individus qui sont eux-mêmes directement liés aux familles régnantes, si on peut le dire. Alors, on peut vraiment à proprement parler de familles régnantes, notamment aux Émirats arabes unis, puisque là, on parle de l'entourage direct des familles princières, qui sont à la tête, par exemple, de Abu Dhabi Ports et d'un certain nombre de grandes entreprises des Émirats arabes unis. Et on a la même structuration de la puissance d'État à Singapour, puisque pendant très longtemps, on a eu notamment les deux grands fonds souverains, GIC et Temasek, qui étaient aux mains directement des membres de la famille du Premier ministre de Singapour. Comment expliquer la diversification dans les alignements stratégiques de certains acteurs de la zone MENA ? Je vais répondre à cette question par une anecdote qui m'est arrivée personnellement. La dernière fois que j'étais moi-même à Dubaï, c'est l'année dernière pour un des grands salons de l'agroalimentaire régionaux, et j'y rencontre un certain nombre d'acteurs, notamment d'Arabie Saoudite. Nous constatons que sur ce salon, le grand absent, on était encore dans les contre-coups du Covid et des confinements Covid, le grand absent, ce sont les Chinois, et pourtant, on ne parle que d'eux sur ce salon agroalimentaire, on ne parle que des technologies chinoises, on ne parle que des investissements chinois dans les terres arables, par exemple. Et j'interroge notamment un de mes voisins qui est saoudien sur les premiers signes qu'on voit déjà à l'époque, l'année dernière,
de volonté, de rapprochement, d'ouverture que montre le prince héritier Mohammed bin Salman à l'égard de la Chine. Et je l'interroge sur le défi que ça va représenter pour l'alignement, le rapprochement, la grande alliance stratégique saoudienne vis-à-vis des États-Unis, et qui est une alliance historique depuis la découverte des premiers puits de pétrole par les compagnies pétrolières américaines. Et sa réponse est assez intéressante, puisqu'il me dit, écoutez, à quoi nous a mené cette alliance, cet alignement systématique et inconditionnel sur les États-Unis? Il dit, de notre point de vue, ça nous a amené à un point d'or qui est le 11 septembre, à savoir quasiment l'intégralité des pirates de l'air qui sont saoudiens. Il me dit aujourd'hui, c'était quelqu'un qui travaille dans un grand groupe agroalimentaire saoudien, il me dit aujourd'hui, partout où je vais, l'Arabie saoudite, c'est encore considéré comme le pays où on ampute les voleurs, le pays où on interdit aux femmes de conduire des voitures, et le pays des terroristes du 11 septembre. Il dit, c'est ça aujourd'hui qui est conçu comme le résultat de cette politique d'alignement systématique, quasiment aveugle. Et il dit, aujourd'hui, nous avons envie de montrer un autre visage, et le prince Mohammed bin Salman souhaite montrer un autre visage de ce point de vue-là, et il dit, écoutez, quel est l'interlocuteur avec lequel on peut développer un autre type de relation? C'est à l'évidence la Chine. Donc il y a cette velléité, et je pense que alors naturellement ce cas de l'Arabie Saoudite est le cas extrême, puisque c'est le pays qui souffrait probablement de l'image la plus négative parmi les nouveaux membres des BRICS. On a un certain nombre de pays qui souhaitent avoir de vraies alternatives, qui cherchent, et c'est souvent ce qu'oublient les Américains et les Européens, qui cherchent avant tout des partenaires commerciaux, des partenaires d'affaires. Ils ne cherchent pas une histoire d'amour, comme nous l'a rappelé un président français il n'y a pas très longtemps. Ils ne cherchent pas quelque chose de romantique, ils cherchent des partenaires d'affaires. Ils cherchent des gens qui vont leur construire les autoroutes dont ils ont besoin, qui vont leur construire les infrastructures logistiques dont ils ont besoin. Et à ce titre-là, mais il faut bien reconnaître que les Chinois sont beaucoup moins regardants, mais ils considèrent ça eux-mêmes comme une transaction commerciale. Alors dans le cas de la Chine, ça a été aussi une occasion de déployer les surcapacités industrielles chinoises qui risquaient d'être déflationnistes. Mais en tout cas pour ces pays du Grand Sud, parler à un interlocuteur comme la Chine, c'est avant tout pouvoir avoir un interlocuteur de plus avec lequel on peut faire pression sur des bailleurs de fonds occidentaux, par exemple. Alors maintenant, Nicolas, on va parler de la Colombie. Les États-Unis, premier partenaire économique de la Colombie. La Colombie, troisième producteur mondial de café, producteur de pétrole, de charbon, exportateur de fleurs, mais pas que, depuis longtemps sous influence américaine. Quels sont les autres grands joueurs étrangers, si l'on peut dire, sur le territoire colombien? Peut-être ce qu'on peut rappeler aux auditeurs, c'est pourquoi est-ce qu'on se met à parler de la Colombie tout à coup. La Colombie est assez intéressant. C'est assez intéressant parce que c'est en Amérique latine le pays qui est le plus traditionnellement et le plus anciennement aligné sur les États-Unis. Quasiment depuis l'indépendance de la Colombie, même si malheureusement, dès l'indépendance de la Colombie, ce qui s'appelait à l'époque la Nouvelle-Grenade, les Américains très rapidement mettent la main sur Panama et découpent le Panama en dehors de la Colombie pour pouvoir s'assurer le contrôle du canal qu'ils vont bientôt faire construire. Mais pour de très nombreuses raisons, on a un alignement quasiment systématique, quasiment permanent des divers gouvernements colombiens sur Washington. On a toujours eu, jusqu'à récemment, jusqu'au président actuel, Gustavo Petro, on a toujours eu des présidents quasiment toujours libéraux au sens économique du terme. La guerre contre le narcotrafic avec le soutien américain a naturellement renforcé cette alliance, puisqu'on est même passé sur une alliance militaire avec un soutien militaire et budgétaire aux opérations anti-drogue massif de la part de Washington. En dépit de ça, on constate aujourd'hui, et j'ai pu l'observer moi au plus fort du Covid, quand je me suis rendu pour la première fois en Colombie, on constate que les manquements américains et les insuffisances américaines en termes de financement de l'économie réelle colombienne ont fait que les Colombiens se sont tournés, vers ceux qui sont le plus à même de répondre à leurs demandes, encore une fois, sur le développement des infrastructures. Alors, je pense à des infrastructures portuaires, logistiques, mais je pense aussi aux infrastructures télécoms, le développement des capacités de produits d'extraction et de transformation des minerais, dont la Colombie est extrêmement riche, charbon, mais aussi d'autres ressources naturelles, comme le café, par exemple. Ils se sont tournés vers ceux qui sont le plus à même de financer ça, et c'est encore une fois les Chinois. Merci Nicolas. Merci. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de liker et de le partager. Ciao, ciao. Double Bang Company.